Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Dans cette situation, réponse A, je vais devoir changer de voie. Réponse B, le camion va devoir changer de voie. Alors, on va remettre la vidéo. Comme on peut le voir, on a deux routes qui se rejoignent. On a donc une ligne blanche, puis une voie d'insertion avec les lignes discontinues. Et on peut voir au loin des panneaux qui nous indiquent qu'on est dans un sens unique. Panneau à droite et à gauche. Donc, on rentre dans une route à deux voies. Deux voies, sens unique. Alors, si on regarde la petite animation que j'ai faite, donc le camion est à droite, nous on est la voiture rouge à gauche, on est dans une deux voies, on arrive dans une deux voies à sens unique. Or, en France, on roule à droite, on n'a pas le droit de rouler à gauche. À gauche, c'est réservé pour les dépassements ou lorsque la circulation est dense. Donc effectivement, il va falloir que je me rabatte à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Ce véhicule transporte des matières interdites. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereuses. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce poids lourd qu'il y a en face de nous a deux plaques derrière son véhicule. Tout d'abord, la plaque de gauche, orange, et la plaque de droite, sous forme losange, est verte. Que signifient ces plaques? Alors, tout d'abord, la carte orange. Cette plaque orange s'appelle plaque code de danger.
il indique que ce véhicule transporte des matières dangereuses. Alors si tu remarques bien, cette plaque est composée de deux rectangles. Le rectangle du haut qu'on appelle code de danger, par exemple matière inflammable, voilà, c'est le code de danger si la matière par exemple est inflammable, et en dessous on appelle ça le code matière, c'est-à-dire le nom de la matière. Par exemple, je sais pas moi, de l'uranium. Hein. Ensuite, la plaque losange. La plaque losange, elle s'appelle la plaque symbole de danger. Elle représente le symbole qui est donné au danger. Il faut savoir que ces symboles sont catégorisés par classe et il existe plusieurs classes de symboles de danger. Ici, par exemple, tu peux voir la fiche qui répertorie ces classes. Par exemple, les plaques symboles de classe 1, oui, il y a marqué 1, représentent les matières et objets explosibles. Les plaques symboles de classe 3 représentent les liquides inflammables. Et tu vois, il y a marqué un petit 3 en dessous. Les plaques symboles de classe 5, qui correspondent aux produits qui favorisent l'incendie. Tu vois, il y a marqué 5 en dessous. Les plaques symboles de classe 7 qui représentent les matières radioactives. Ici, par exemple, dans notre cas, on a un losange vert avec un numéro 2 en dessous, qui représente les gaz, notamment ici les gaz non inflammables et non toxiques. Donc ici, est-ce que ce véhicule transporte des matières interdites ? Bah non, si c'était interdit, il ne pourrait pas les transporter. Ce sont des matières régulées. Est-ce qu'il transporte des matières dangereuses ? Bah oui, parce qu'il a deux plaques, une plaque code de danger, une plaque symbole de danger. Donc il transporte bien des marchandises dangereuses. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 4. Sur cette route, je peux circuler à réponse A, 50 km/h. Réponse B, 70 km/h. Réponse C, 80 km/h. Alors, je pense que vous le savez déjà, lorsque on a un panneau d'entrée d'agglomération, ce panneau inclut deux autres panneaux que vous ne voyez pas. D'accord ? Mais c'est inclus dedans. Donc, un panneau d'entrée d'agglomération signifie également que le klaxon est interdit sauf danger imminent et que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Alors, le petit souci qu'on a, c'est que juste après ce panneau, on a un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, étant donné qu'on rentre dans l'agglomération, donc la règle générale, c'est que la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, il peut y avoir des exceptions à l'intérieur de l'agglomération, si c'est indiqué, soit par une signalisation verticale comme ici, ou soit aussi par une signalisation horizontale. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que après le panneau de limitation de vitesse, je pourrais rouler à 70 km/h ou même à 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 5. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville, en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour Park and Ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. Je suis bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quelle est la procédure pour tourner à la sortie de gauche dans un carrefour à sens giratoire? Tout d'abord, on se met sur la voie de gauche. Une fois arrivé au marquage au sol du céder le passage, je m'assure qu'il n'y a personne dans le sens giratoire, car je dois céder le passage au véhicule venant de gauche. Je m'engage dans le sens giratoire en prenant la voie de gauche du sens giratoire. Une fois arrivé à la portion qui clignote, je vais commencer à m'engager sur la voie de droite du sens giratoire. Avant ça, comme je change de voie, j'effectue mes contrôles. Rétroviseur droit, puis angle mort droit. S'il n'y a personne sur cette voie, je mets mon clignotant, je m'engage sur la voie de droite du sens giratoire. Une fois arrivé dans la rue dans laquelle je veux tourner, encore une fois, je dois effectuer deux contrôles. Tout d'abord, le contrôle à gauche, pour m'assurer que personne va venir me couper la trajectoire. Donc, rétro gauche plus angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit. Rétro droit plus angle mort droit. Une fois que je me suis assuré que personne ne vient à gauche ni à droite, je tourne dans la rue. Eh bien, comme vous le voyez ici, on est déjà placé à gauche, donc on est très bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Moi aussi, je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8.
Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge, oui réponse A, non réponse B, à sa morphologie, oui réponse C, non réponse D. Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 9. J'utilise mes feux. Réponse A, de route. Réponse B, de position. Réponse C, de croisement. Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de route? Eh bien, on les utilise de nuit, en agglomération non éclairée ou sur route non éclairée. Attention à une seule condition, c'est de ne pas éblouir un autre usager. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection, on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop, et à sa droite, un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, bah là c'est du cours, hein, c'est purement du cours. Je vous invite à aller dans la formation, dans la plateforme en ligne, si vous avez des mal avec des notions de cours. Donc ici effectivement le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. J'ai le droit de circuler en feu de croisement? Oui, réponse A.
non réponse B. En feu de route, oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on est de nuit, hors agglomération. Donc, je dois obligatoirement mettre mes feux de route. Surtout qu'il n'y a aucun véhicule en face de moi ou qui arrive vers moi. Donc, ici, est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de croisement? Bah, non, parce qu'on est dans on est hors agglomération non éclairée. Est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de route? Oui. La bonne réponse, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 13. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir, réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque. Vous pouvez par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir
ta formule. Question numéro 14. Le camion roule à faible allure. Réponse A, je le dépasse par la droite. Réponse B, je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mette dans la voie de droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, A, je klaxonne par sécurité. B, je ralentis. C, je maintiens mon allure. D, je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même deux usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici, il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a deux usagers avec deux zones d'incertitude différentes, dont un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 16. Je circule sur une autoroute, oui réponse A, non réponse B. Un itinéraire européen, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute 75, le numéro de l'autoroute 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen,
numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un sas vélo. Alors, un sas vélo, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup, au vélo. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ce sas, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le sas. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je peux m'arrêter sur cet emplacement. Réponse A, pour charger mon véhicule. Réponse B, pour faire monter un ami. Réponse C, si je suis une personne à mobilité réduite. Alors, ce panneau, comme vous pouvez le voir, c'est un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt. Alors, il est accompagné d'un petit panonceau où il est marqué GIG, GIC. Alors, ça veut dire Grand Invalide de Guerre pour GIG, et GIC, ça veut dire Grand Invalide Civil. Donc, pour résumer, vous avez le droit de vous garer à cet emplacement et de vous arrêter seulement si vous êtes titulaire de la carte CMI. Bon, ça c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc ici, je peux m'arrêter sur cet emplacement si je suis une personne à mobilité réduite. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 20. Je peux aller. Réponse A, à Pau par la route. Réponse B, à Pau par l'autoroute. Réponse C, à Bayonne par la route. Réponse D, à Bayonne par l'autoroute. Alors, comme tu peux le voir sur le panneau, il y a différentes couleurs. Alors, l'encart vert indique un itinéraire routier, alors que un encart bleu va indiquer un itinéraire autoroutier. Ici, comme tu peux le voir, tu peux aller à Pau par la route, car il est dans l'encart vert. Mais tu peux également aller à Pau par l'autoroute, car il est également dans l'encart bleu. Concernant Bayonne, Bayonne est dans l'encart bleu. Tu peux donc aller à Bayonne par l'autoroute. Par contre, Bayonne ne se trouve pas dans un encart vert.
alors tu peux pas partir à Bayonne par la route. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 21. La fatigue est responsable. Réponse A, de 23% des accidents de la route. Réponse B, de 33% des accidents de la route. Après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié. Réponse C, par 3 ou 4. Réponse D, par 5 ou 6. Alors, comme le montre le document de la formation que je vous mets ici, donc, la fatigue est responsable de 33% des accidents de la route. Et après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié par 3 ou 4. Question numéro 22. Les vitres avant et le pare-brise avant doivent offrir un coefficient de transparence d'au moins. Réponse A, 70%. Réponse B, 80%. Pour les autres vitres, le seuil minimal est de réponse C, 40%. Réponse D, 0%. Alors là, c'est une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, ce sont des chiffres à savoir concernant le pare-brise avant et les vitres latérales. Avant, le coefficient de transparence doit être d'au moins 70%. Pour les vitrages latéraux arrière et la lunette arrière, il n'y a pas de seuil. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Question numéro 23. Je cède le passage au véhicule de droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, certes, on a un véhicule qui vient à notre droite. Cependant, regardez bien, il sort d'une voie privée. D'ailleurs, on voit bien les maisons, c'est une voie privée. Donc, lorsqu'un véhicule sort d'une voie privée, il n'a pas la priorité. Il n'y a donc pas de priorité à droite. Ici, en fait, c'est pas une intersection. C'est un véhicule qui sort d'une voie privée. Pas de priorité à droite,
Donc je ne cède pas le passage. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Le système ISOFIX est la seule manière de sécuriser un siège enfant. Oui, réponse A, non, réponse B. Les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, concernant la réglementation des sièges enfants, sachez qu'il y a deux manières de sécuriser un enfant. Tout d'abord, avec la ceinture de sécurité. L'autre manière, c'est le système ISOFIX. Alors, ensuite la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une réglementation, une homologation pour les sièges enfants. Aujourd'hui, on a deux homologations, la R44 et la R129. La R44, c'est l'ancienne homologation. Elle va classifier les sièges selon l'âge et le poids des enfants. Ensuite, vous avez la nouvelle réglementation, la R129, qui, elle, va classifier les sièges selon la taille des enfants. Donc, à la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants? Ben non. La réponse est non. Ça dépend de leur taille, de leur poids ou de leur âge. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 26. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue, notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 27. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 28. Ce véhicule est, réponse A, en intervention, réponse B, un véhicule d'intérêt général, réponse C, un véhicule d'intérêt général prioritaire,
Réponse D, un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, dans cette question, on aborde la notion de véhicule d'intérêt général. Alors, c'est quoi un véhicule d'intérêt général ? C'est un usager de la route qui dispose de règles bien particulières, différentes des règles pour un usager classique. Alors, tu dois savoir qu'il existe deux types de véhicules d'intérêt général. Tu as les véhicules d'intérêt général prioritaires et tu as les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, concernant les véhicules d'intérêt général prioritaire, c'est quoi comme type de véhicule ? Ça va être tout d'abord les véhicules hospitaliers, comme le SMUR ou le SAMU. Ça va être également les véhicules de lutte contre l'incendie, comme les pompiers. Ça va être également les véhicules de police. Quand je dis véhicules de police, ça comprend aussi les militaires, ça comprend les véhicules de la gendarmerie, ça comprend les véhicules pénitentiaires, ça comprend certains véhicules du ministère de la Justice. Voilà pour, on va dire, les principaux véhicules d'intérêt général prioritaire. Il y en a d'autres. Ensuite, concernant les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage, ça va être principalement les ambulances privées, par exemple. Ça va être les véhicules d'intervention, d'électricité ou de gaz. Ça va être aussi les transporteurs de fonds, par exemple. Ou alors, certains véhicules d'intervention sur les autoroutes, comme les véhicules de la DIR. Alors, tu peux aussi reconnaître ces différents types de véhicules d'intérêt généraux par le son qu'ils font. Les véhicules d'intérêt général prioritaire ont des sirènes à 2 temps. Alors que les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilités de passage ont une sirène à 3 temps. Alors après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi concrètement sur la route que d'être prioritaire ou que de bénéficier de facilités de passage ? Alors, c'est une très bonne question. On va pas y répondre parce que c'est pas la question, mais sachez que vous devez savoir ce que c'est, la différence pour pouvoir passer l'examen du code de la route. C'est des questions qui tombent souvent. Donc là, je vous invite à aller dans la formation parce que c'est pas le sujet de la question. Alors, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde cet usager, ce véhicule, est-ce qu'il est en intervention ? Oui, on peut voir ici que ces sirènes clignotent. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général ? Oui, c'est une ambulance privée, c'est un véhicule d'intérêt général. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est une ambulance privée. Ce n'est pas un véhicule hospitalier. Et est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général qui bénéficie de facilités de passage ? Oui, c'est bien un véhicule d'intérêt général qui bénéficie d'une facilité de passage. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base.
Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 29. Je peux dépasser ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand tu regardes la voie de gauche, tu vois très bien que c'est une voie réservée parce qu'on a des lignes discontinues épaisses. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à l'intersection, comme le montre le marquage au sol. Donc c'est pas une voie pour dépasser. D'accord ? C'est une voie pour tourner à gauche. Donc ici, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus, C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Les deux roues motrices sont plus faciles à percevoir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les deux roues motrices sont plus difficiles à percevoir qu'une voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont moins grandes. Regardez ici, dans la petite animation, on voit votre champ de vision dans la voiture, en vert. En rouge, c'est les angles morts. Donc, une moto, par exemple, dans l'angle mort avant, ne sera pas perceptible, ou alors très mal. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 32. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez le panneau qui a juste
à droite, ce panneau d'indication indique un emplacement pour le stationnement et même l'arrêt. D'accord? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 33. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A 3 à 4, réponse B 4 à 5, réponse C 11 à 12. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc, effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je passe A. Avant la police. B. Après la police. Alors ici, on se retrouve dans une situation un peu spéciale, c'est-à-dire c'est une intersection. Alors on a un panneau sens interdit, donc on ne peut pas aller tout droit. Donc effectivement, ici, on sera obligé d'aller à droite. Et on a aussi un véhicule de police qui souhaite aller à droite. Alors on va animer ça. Alors là, on se retrouve donc sur l'intersection. Et on a un véhicule de police qui veut tourner là où on veut tourner. Alors tout à l'heure, on avait vu que le véhicule de police était un véhicule d'intérêt général prioritaire. Certes, c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire et il a la priorité à toutes les intersections, peu importe la signalisation. Oui, mais seulement lorsqu'il est en intervention. Là, il n'est pas en intervention. Il n'a pas activé son gyrophare. Donc il n'est pas en intervention, il n'est pas prioritaire. Donc là, la règle qui s'impose, c'est la règle de la priorité à droite. Étant donné que, du point de vue du véhicule de police, on est à sa droite, donc nous sommes prioritaires. Donc étant donné qu'on est prioritaire, c'est d'abord à nous de tourner et ensuite au véhicule de police. Donc ici, étant donné que le véhicule de police n'est pas en intervention, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants,
ont en fait des verres standardisés. Donc chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Dans cette rue, le stationnement s'effectue toujours du même côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toujours dans le sens de circulation, sauf les jours pairs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau t'indique qu'il est interdit de stationner du côté où le panneau est implanté du 16 au 31 du mois. Par contre, que l'on soit un jour pair ou impair, le stationnement s'effectue toujours dans le sens de circulation. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire
qui en général est réservé à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 37. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant, et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €. Vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage, et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 39. Hors probatoire, j'ai réalisé une infraction ayant entraîné la perte d'un point. Je peux récupérer ce point automatiquement dans réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans. En probatoire, je viens de commettre une infraction ayant entraîné une perte de 3 points. Réponse C, je dois réaliser un stage. Réponse D, je vais recevoir une lettre 48N. Alors ici, vous retrouverez donc le tableau de récupération de points pour les permis hors probatoire. Et donc quand on vient de perdre un point, on pourra le récupérer automatiquement si on ne commet aucune autre infraction entre-temps au bout de 6 mois. Si vous êtes en probatoire et que vous commettez une infraction ayant entraîné la perte de 3 points, alors vous serez dans l'obligation de réaliser un stage après avoir reçu la lettre 48N. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 40. Dans ces conditions, la vitesse maximale autorisée est de A, 50 km/h, B, 80 km/h, C, 90 km/h, D, 110 km/h.
Alors, lorsqu'on reprend le document des vitesses maximales autorisées, on peut remarquer que lorsqu'il y a du brouillard et que la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée sur toutes les routes est de 50 km/h, même sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.